Salut les triathlètes, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X Open Tri. Et aujourd'hui, c'est même devenir para-triathlète X Open Tri, puisqu'on plonge dans un sujet un peu différent, mais tout aussi fascinant, le paratriathlon et le paratriathlon à haut niveau. Pour ça, on a invité Julie Marano, qui est guide de paratriathlon, qui a participé aux derniers Jeux de Paris et qui accompagne Anouk Kurzia dans ses exploits. Julie, c'est une ancienne triathlète passionnée qui est devenue kiné avant de se lancer dans son rôle de guide. Et dans cet épisode, elle va nous raconter comment elle a commencé cette aventure presque par hasard, comment elle a construit un binôme solide avec Anouk et comment elles se sont préparées pour les JO de Paris 2025 avec, à la clé, une belle 5e place dans leur catégorie. On parlera de son parcours, de son quotidien, de son entraînement, de la gestion des compètes, et de la place un peu particulière que ça représente d'être le guide d'une athlète paralympique. Et surtout, avec Julie, c'est une histoire de passion, de partage, d'engagement, et ça permet d'avoir un autre regard sur le triathlon et sur le paratriathlon. Et juste avant de démarrer cet épisode, on vous remercie du fond du cœur avec Hermano pour l'engouement que vous créez autour de ce podcast. On vient de passer la barre des 350 000 écoutes sur le podcast depuis sa création. C'est incroyable. Et le mois dernier, vous avez été un peu plus de 10 000 à nous écouter. Merci beaucoup. On est aussi 2400 sur Instagram et je vais vous faire mon petit point habituel sur les notes. On est à 192 notes sur Spotify et 95 sur Apple Podcast. On a encore besoin de vous pour atteindre notre objectif des 400 notes d'ici la fin de l'année. Merci pour votre aide. Et du côté des articles à lire cette semaine, savez-vous quel est le facteur numéro 1 de la performance sur triathlon longue distance? Alors je vous invite à faire un tour sur le blog d'opentree.fr ou de vous rendre en description de ce podcast et on va parler de la durabilité, c'est-à-dire de la capacité d'un athlète à maintenir des performances physiologiques malgré la fatigue dans un effort long. C'est un sujet un peu obscur mais captivant que je vous invite à découvrir dès la fin de cet épisode. Et d'ici là, c'est parti pour notre échange avec Julie Marano. Bonne écoute! Salut les sportifs, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X Open Tri. Aujourd'hui, je suis très heureux de tendre le micro à Julie Marano, qui est la moitié d'une équipe de paratriathlon. On va revenir avec elle sur tout ça. Salut Julie. Bonjour à tous. Je suis un peu perturbé d'habitude. J'ai mon intro toute prête. Tu vois, c'est toujours quasiment la même. Et là, je sais pas, j'ai voulu innover. Tu m'as perturbé. On a parlé podcast juste avant et ça. Ouf. Ouais, c'est ça. Écoute, après, ça n'empêche que le contenu sera bon. Si l'intro était peut-être pas trop réussie, la suite devrait être pas mal. Ouais, tout va reposer sur l'invité et eux. Donc, ça va. J'ai du boulot solides. Du coup, c'est bon. J'ai les épaules solides, ça va le faire. Ça va. Écoute, ce que je te propose, la toute première question, la plus simple, c'est de te présenter. Donc, dis-nous tout. Qui est Julie Marano? Alors, qui je suis? J'ai 28 ans. Je suis kiné de formation. J'ai un parcours qui est un peu atypique puisque j'ai commencé le triathlon en fait à 10 ans et j'ai adoré ça. J'ai adoré le fait d'enchaîner un peu les 3 disciplines et du coup, je me suis dit, allez, sport-études, triathlon, après le bac, allez, on va continuer dans le triathlon. Même si je voulais être kiné, je me suis dit, allez, on continue en STAPS, comme ça on peut encore s'entraîner un peu et puis on fera kiné après. Et au moment, en gros, où je suis rentrée en école de kiné, je me suis dit, bon, allez, le triathlon, t'en as bien profité, tu vas continuer d'en faire, mais focus études, quoi, maintenant. Il te faut un boulot. Et c'est la même année, en fait, que la Fédération française de triathlon m'a dit « Tiens, Julie, est-ce que ça te dirait de venir voir ce que c'est qu'être guide en paratriathlon ?» Je dis « Ouais, pourquoi pas. Enfin, je viens voir, ça n'engage à rien, quoi. » Et puis, en fait, une fois que j'étais dedans, j'ai mis les 2 pieds dedans et puis, j'y suis toujours et ça fait 5 ans maintenant. Bon, malgré tout ça, tu as quand même validé ta formation de kiné. J'aime bien. Oui. Je vais venir voir. On va revenir justement là-dessus sur le sujet. Tu l'as dit, quand tu étais en STAPS, c'était quand même pas mal focus triathlon. Et puis après, quand tu es rentré en école de kiné, c'est-à-dire que tu as fait quoi en STAPS? Tu as validé un DUG, une licence? Enfin, je suis vieux maintenant, je ne sais même plus si c'est ça. On parle plus trop de DUG, désolé. Ouais. Maintenant, c'est Master 1, Master 2. Ouais, c'est ça. En gros, j'ai validé une licence et un Master 1. Et après, je suis rentrée j'ai pas le Master complet parce que je suis rentrée en école de kiné, en fait, directement après le Master 1 et voilà, c'était priorité à la kiné. Donc, je n'ai pas cherché à faire mon Master 2. Après, je peux toujours le refaire. En fait, je peux valider mon Master comme ça. Mais aujourd'hui, le diplôme de kiné
est reconnu au grade master, donc c'est comme si j'avais un master. Bon, t'as pas chômé parce que bac plus 3 post-bac, plus l'école de kiné. Et Ouais, l'école c'est de ça. kiné en 4 ans, t'as fait 4-5? Non, t'as eu Non, ouais, une du coup, je passerelle suis pour la rentrée première année? direct en première année. Donc, du coup, j'ai fait 4 ans en STAPS, donc licence plus le M1, plus 4 ans en kiné. Donc, ouais, 8 ans d'études, mais je suis pas chirurgienne pour autant. Non, mais t'es chirurgienne en triathlon, en paratriathlon. Ouais, j'ai un peu d'expérience, on va dire. Euh, Comment est-ce que tu as justement découvert le triathlon quand tu étais petite et tu as carrément accroché? C'est ce que tu nous as dit. Raconte-nous un petit peu justement tout ce début en triathlon. Et ben, du coup, c'est par une connaissance de ma maman que j'ai rencontré le triathlon, que j'ai découvert. Je suis allée sur un triathlon, j'ai regardé, j'ai dit, oh, ça a l'air pas mal ça, je peux faire le prochain. Et du coup, j'ai fait mon premier triathlon au niveau du lac de Chalin en 2007, je crois. Ça date. Et du coup, ouais, c'était en plus un triathlon qui est magnifique et que j'ai trop à cœur de retourner faire parce que c'est Chalin, c'est la région où je suis née aussi. Donc voilà, il y a quand même toute une histoire. J'ai de la famille encore pas très loin par là-bas. Donc voilà un peu comment je m'y suis mis. Puis après, je me suis inscrite en école de triathlon, du coup, au club de Besançon. Et en fait, on était une petite bande de potes. Enfin voilà, on était des enfants et on jouait au triathlon. C'était un peu ça au début. Et j'ai vraiment adoré parce qu'il n'y avait pas de. C'était pas monotone en fait. Tu changeais de sport tous les jours, voire des fois, il y avait des jours, tu en faisais deux. Et il y avait vraiment ce côté ludique et. J'ai bien aimé que le fait que tu dises on jouait au triathlon parce que c'est vrai qu'il y a les sports, certains sports où on joue, on est joueur de foot, joueur de tennis. Par contre, en triathlon, on déconne pas. On n'est pas des joueurs, on est des triathlètes. En fait, Sauf quand on est enfant. quand on est un enfant, on fait du sport, c'est pour s'amuser. On pense pas au haut niveau, à la performance. Alors ça vient après avec le temps, forcément, parce qu'on peut très bien jouer et avoir un esprit de compétition. Ça, c'est Bien sûr. totalement. Mais voilà, je pense que quand on est gamin, faut savoir se faire plaisir et puis il faut pas vouloir faire du haut niveau trop tôt non plus. Il faut avoir le temps de se construire un petit peu et puis de découvrir le triathlon sous toutes ses formes. C'est quand même vraiment sympa, quoi. Et tu joues au triathlon avec tes potes en école de triathlon jusqu'à quel âge? Ça représente combien d'entraînements Ouais, c'est vieux ça. Non, je ne saurais pas dire un peu jusqu'à quel âge. Après, c'est vrai que quand j'ai commencé à avoir l'âge d'aller sur les championnats de France, c'était plus trop du jeu, c'était de l'entraînement, c'était de la perf, c'était aller chercher la meilleure place possible. Donc là, on était rentré déjà dans une autre dimension finalement, mais toujours avec la même équipe et toujours avec la même envie. Et ouais, jusqu'au bac, en gros, on était comme ça. Après, les horizons ont fait que chacun a pris sa route, et c'est bien normal, mais ouais, c'était cool. Et qu'est-ce qui a fait que après le bac, justement, ou même tu aurais pu choisir avant, tu t'es orienté vers une filière un peu plus classique, STAPS et après kiné, avec toujours ce focus kiné que, comme tu me disais tout à l'heure, même si le triathlon était toujours présent, et pas vers un pôle comme le pôle de Boulouris, par exemple, pour En fait, continuer à faire du triathlon. j'avais clairement pas le niveau. J'avais pas le niveau d'intégrer un pôle, pas du tout. Enfin, j'ai fait mon premier top 10 sur un championnat de France à ma dernière année junior. Donc, en fait, pour intégrer un pôle, c'est trop tard. On intègre un pôle quand on est minime, quand on est cadette, mais en junior, on n'est pas intéressante. Enfin, entre guillemets, hein, bien sûr. Il y a des critères, en fait, et c'est comme ça. Et après, je le regrette. Enfin, je regrette pas. J'ai eu le niveau que j'avais et j'ai donné ce que j'avais à donner à ce moment-là. Et j'ai continué les études en même temps, parce que malgré tout, après le bac, il y en a aussi plein qui disent vas-y, je fais que du triathlon et j'arrête les études. Moi, aujourd'hui, j'ai validé un diplôme et après, j'ai connu le haut niveau. Et du coup, si demain tout s'arrête, en fait, j'ai un métier. Je suis pas sans rien en me disant qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Donc, c'est un peu atypique, c'est sûr, mais au moins, j'ai joué un peu la carte de la sécurité aussi, quoi. Euh, Comment ça se passe, les études en STAPS, où on fait beaucoup de sport et pas que du triathlon, tous les sports, tout en continuant à pratiquer? Tu étais au top de ta forme, tu donnais tout ce que tu avais à donner toute la semaine, tu t'entraînais combien de temps ou c'était chill? Ah non, pas du tout. Moi, j'allais en cours, mais c'était en mode bon, il y a entraînement derrière, donc on va y aller tranquille pendant le cours. L'objectif, c'est pas de se blesser en faisant du rugby ou de l'escalade, quoi. Donc non, non. Après, c'était vraiment sympa. Et en STAPS, mine de rien, il faut quand même un peu bosser parce que
c'est ouvert à tout le monde, certes, mais tout le monde ne sort pas avec un diplôme non plus. Donc voilà, c'était un peu plus la course en école de kiné parce que les contenus sont pas du tout les mêmes. Il y a beaucoup de pratiques. Enfin, il faut vraiment être investi à 100%. C'est pas juste je vais en cours, quoi. Enfin, donc voilà. Et je voulais vraiment faire kiné aussi. J'ai payé les études aussi. Donc voilà, l'engagement était pas du tout le même qu'en STAPS, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu dirais à une petite jeune ou un petit jeune post-bac ou qui va avoir son bac cette année et qui se pose la question justement entre le sport et les études, bon, en l'occurrence le triathlon, sans regarder forcément l'aspect justement plus tard, comme tu viens de l'évoquer, toi tu as fait des études et après tu as découvert le haut niveau, donc si jamais il se passe quelque chose d'étrange dans le haut niveau, tu peux toujours rebondir, mais au-delà de ça, justement. Au-delà de ça, moi je dirais que tant qu'il y a du plaisir, en fait, il faut y aller. Si après le bac, on se dit faut que je fasse du triathlon parce que je suis bon et parce qu'on me dit autour de moi qu'il faut que je continue, ça sert à rien, change, va ailleurs, découvre d'autres choses. Pour moi, en fait, le triathlon, que ce soit en école de triathlon, en sport-études ou à haut niveau, il faut que ça reste du plaisir, en fait. Si tu prends plus de plaisir, change, range les baskets, pose le vélo et va faire un autre sport ou va faire autre chose. Et j'ai toujours eu un peu, moi, cette philosophie-là. Et du coup, je pense aussi que ça m'a aidé dans mes études, dans mon parcours, qu'à un moment donné, il y a le triathlon, mais il n'y a pas que ça dans la vie, quoi. Et ouais, c'est ce que je dirais. Et puis de s'écouter lui et pas d'écouter ce qu'il y a autour. Parce que moi, si j'avais écouté mes profs au collège et au lycée, jamais je serais devenue kiné et j'aurais jamais fait de haut niveau non plus. Donc en fait, il suffit d'y croire et de savoir où on veut aller. Et puis après, c'est à nous de tracer notre route. C'est pas quelqu'un qui va la tracer pour nous. Donc Ouais, surtout dans le sport. C'est clair que c'est rarement quelqu'un d'autre qui va la tracer pour toi. Moi, en tant que guide, un peu du coup, mais bon. Ouais, tu traces pas, tu aides à tracer, tu accompagnes, on va dire. C'est ça, exactement. Non, mais c'est vrai que le sport, je pense que malheureusement, beaucoup trop ont encore cette idée que c'est facile d'être sportif de haut niveau, c'est la belle vie, on fait ce qu'on veut, on est en vacances, on se balade, etc. Non, il y a du travail, il y a beaucoup de travail, et il n'y a pas que ça, d'ailleurs. Mais bon, c'est pas forcément l'objet du podcast du jour. C'est un métier aussi. Enfin, il y en a beaucoup qui disent ouais, t'es en vacances toute l'année. Oui, je vais dans des endroits qui sont jolis, mais en fait, j'y vais pas. Enfin, je fais pas du tourisme, je visite pas quoi. Je suis là, je fais mes heures d'entraînement, je me lève le matin. Ouais, c'est un métier quoi. Se lever le matin pour être à 7 heures dans l'eau, et c'est un métier. C'est comme pour aller. Alors, c'est plus agréable certes que d'autres métiers, bien sûr, mais en fait, si tu le fais avec passion, il y a pas de souci quoi. Ouais, après, c'est plus agréable, oui, quand tu vas nager à 7 heures du mat en Nouvelle-Zélande au soleil, oui, quand tu vas nager à Roubaix à 7 heures du mat dans un lac et qui fait 12 degrés et qui flotte depuis une semaine. Mais il n'y a pas besoin d'aller à Roubaix, hein, juste à la piscine des Chirolles à 25 degrés à 7 heures du matin, quand il fait 10 degrés dehors, on est bien, quoi. Ouais, c'est ça. Justement, on parle de métier. Petit pas de côté. Toi, tu fais du triathlon à 100%, full-time. Tu es aussi kiné. Tu exerces ou tu fais autre chose? Alors, du coup, j'ai été diplômée de kiné en 2022 et pendant 6 mois, j'ai fait du 50-50. 50% kiné, 50% haut niveau en tant que guide pour préparer les championnats du monde qui sont en fin de saison. Clairement, c'était la course tout le temps, parce qu'en tant que kiné, pour rentrer dans ces charges, en fait, si tu bosses 12 heures ou 15 heures par semaine, un mi-temps un peu classique, tu t'en sors pas. Donc, il faut quand même bosser minimum 20 heures pour avoir un petit salaire. Et puis, en même temps, si tu bosses 20 heures, t'entraîner 20 heures, ça devient compliqué. Donc, du coup, en fait, fin d'année 2022, j'ai dit là, il faut faire un choix. C'est soit je pars sur le projet Paris 2024 et j'ai un soutien de la Fédé, Enfin voilà, j'ai un soutien pour ça. Soit je bosse à 100% en tant que kiné, mais du coup, le haut niveau, ça s'arrêtera là. Et j'ai eu la chance qu'à ce moment-là, en fait, la police nationale a ouvert un dispositif pour les sportifs de haut niveau. Donc, c'est assez connu dans l'armée. Il y a beaucoup de sportifs qui sont à l'armée des champions ou les skieurs à la douane, etc. Et du coup, la police a ouvert ce type de contrat. Et moi, en fait, ça m'a aidé à 1000%. C'est-à-dire que je suis rentrée dans le dispositif, j'ai fait la formation pour être policière réserviste. Et depuis janvier 2023, je suis détachée à 100% pour le sport de haut niveau. Donc, en fait, aujourd'hui, oui, je suis kiné, mais ça fait 2 ans que je n'ai pas pratiqué. Et aujourd'hui, je suis sportive à 100% grâce à ce dispositif-là, en fait. Sans ça, ce n'était pas possible de continuer le haut niveau.
On en a déjà parlé avec Valentin Morlec, Ouais. qui est lui aussi Dans police la et même réserviste. situation, ouais. Voilà. Donc, si vous n'avez pas entendu, allez écouter l'épisode de Valentin. On va pas refaire le même épisode, mais non, mais c'est intéressant. Ces dispositifs qui sont ouverts. Tu as parlé de l'Armée des champions. Il y a aussi le pack de performance. Il y a il y a pas mal de dispositifs pour les sportives et les sportifs de haut niveau. Ça se passe comment, justement, à ce moment-là? Enfin, je veux dire, tu te poses la question, tu fais quoi? Tu contactes le DTN, puis tu dis, écoute, j'ai pas le choix. Soit c'est Paris Non, 2024 avec moi, soit. ça s'est pas fait dans ce sens-là. C'est plutôt, voilà, j'ai évoqué à la fédération que là, le mi-temps, c'était short, quoi. Je courais partout, j'avais l'impression d'être dans 2 projets en même temps et faire les choses à moitié. Puis j'aime pas forcément ça. Et en fait, c'est eux typiquement c'est vraiment eux qui m'ont parlé du dispositif Polar. Enfin, quand je dis eux, c'est la Fédération française de triathlon qui m'ont parlé du dispositif police et qui ont proposé mon dossier à la police, en fait. Donc, et en fait, quand la police m'a appelé, c'était tout réfléchi dans ma tête. Un contrat comme ça se refuse pas, en fait. C'est pas possible. Enfin, j'aurais adoré avoir ce type de contrat si j'avais le niveau après le bac, par exemple. Bah, on me l'aurait proposé. En fait, j'aurais dit oui, forcément. Donc là, je me suis dit, feu, en fait, peut-être que ça durera 1 an, peut-être ça durera 2 ans, peut-être ça durera plus. Mais allez, on y va, quoi. Et j'ai pas hésité une seule seconde. J'ai pas hésité une seule seconde. Ouais, Et parce je que c'est regrette pas du tout, surtout. Ouais, parce que c'est des CDD d'1 an qui sont renouvelables au niveau eu égard aux performances, aux projets et autres, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, moi, là, c'était un contrat de 2 ans, donc qui va bientôt se finir, là, après les Jeux de Paris. Mais donc voilà, après, c'est un soutien ouais, on est serein, en fait, avec ce type de contrat. C'est marrant parce qu'on enregistre on est le 24 octobre et tu dis ça Ouais. va se terminer après les Jeux de Paris. Bon, les Jeux de Paris sont finis, mais c'est vrai que l'échéance c'est fin 2024 pour les sportifs Voilà, de c'est niveau, ça. c'est ça? Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est un peu le sujet. Alors, encore une fois, c'est pas le sujet de l'épisode, d'un épisode du podcast Devenir Triathlète X Open Tri. C'est plutôt un sujet que j'aborde sur le podcast Dans les vestiaires. Mais quid de tous ces sportifs et toutes ces sportives de haut niveau qui ont des contrats, qui ont des soutiens dans le cadre du projet Paris 2024 et puis après Paris 2024, à partir de la fin de la saison 2024, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et il y en a beaucoup qui vont avoir un petit peu de difficultés, donc on les soutient. Ouais, c'est ça, c'est que beaucoup de choses se sont mises en place pour les Jeux de Paris 2024 parce que c'était en France, voilà, fallait soutenir les sportifs. Mais en fait, ces sportifs-là, il y en a beaucoup qui ont envie de continuer jusqu'à Los Angeles. Donc, il faut que les dispositifs, ils assument aussi, puis qu'ils continuent. Et les partenariats, c'est pareil. Et voilà, après, le rôle de guide dans les partenariats, c'est encore différent. Mais typiquement, sur ce type de contrat avec la police, je suis une des seules guides qui bénéficie d'un contrat comme ça. Donc, c'est aussi une reconnaissance de la part de la Fédé, de l'agence, de tous ceux qui soutiennent aussi ça. C'est qu'ils se disent, OK, il n'y a pas que les athlètes qui sont vraiment athlètes, il y a aussi les guides, les accompagnants qui ont besoin d'un soutien, quoi. Et ça, pourvu que ça perdure un peu, parce que ça s'est mis en place uniquement pour Paris, quoi. Ouais, après, juste pour rebondir, j'entends que tu n'es que guide. J'ai bien mis des guillemets pour ceux qui nous écoutent en podcast. Ouais. En même temps, sans toi, il n'y a pas de binôme, il n'y a pas de duo, il y a Oui, pas de, non, mais c'est ça. Mais après, on il y a aura pas d'athlète de niveau, quoi. on reparlera peut-être de ma position de guide un peu après, mais c'est vrai que moi, le nom de guide, oui, je le porte sur ma tenue et je suis la guide d'Anouk Turzia pour les Jeux. Mais c'est important aussi de considérer l'athlète et pas que le guide. Parce qu'en fait, si on fait tout, guide, on s'efface totalement. Et à un moment donné, on est aussi sportif et on a aussi voilà, des valeurs, des envies et on est une athlète, quoi, en fait. Enfin, moi, je suis une athlète. Au-delà d'être guide, je suis aussi athlète, quoi. Donc voilà, on est un binôme d'athlètes. Voilà, c'était comme ça que j'aimais bien dire les choses, en tout cas avec Anouk. Et j'imagine que c'est pour ça que la Fédé t'a susurré à l'oreille cette possibilité d'être guide, de venir voir, de voir comment ça se passait, d'essayer et puis éventuellement après d'intégrer une équipe. C'est ça, ouais. En 2019, en fait, il y avait vraiment une recherche de guide pour Anouk qui s'est fait en gros en 2018-2019 parce que jusqu'à 2018, c'était elle qui cherchait ses propres guides. Donc, c'était des connaissances, des copines, mais c'était pas vraiment des gens qui faisaient du triathlon à haut niveau ou qui pouvaient s'investir à haut niveau. Donc, voilà, la fédération a vraiment fait des recherches dans ce sens. Et moi, je suis allée voir un stage en fait à Cannes en avril 2019. Mais Anouk avait déjà une guide avec qui elle s'entraînait. Donc, vraiment, moi, j'ai fait de l'observation. Hein. J'ai testé un tandem, mais c'était pas un tandem de compète. C'était un petit tandem pour se balader. Enfin, voilà.
Et 2 mois après, en fait, mi-juin, Nicolas Becker, donc l'entraîneur national en paratriathlon, m'appelle et il me dit écoute, Julie, la guide d'Anouk, elle est tombée en vélo. Il y a une course dans 15 jours, c'est toi, quoi. OK. Je ne connais pas Anouk, j'ai jamais nagé avec quelqu'un, j'ai jamais couru avec quelqu'un et j'ai jamais fait de tandem. On fait comment? Eh ben, on fait, voilà. Il y a pas Avec de. 15 jours, allez hop. J'avais de la chance, c'est que c'était à Besançon la course, donc c'était chez moi. Je connaissais le parcours, on peut dire par cœur, parce que c'était mes routes d'entraînement. Donc voilà, déjà, j'avais pas cet inconnu du parcours, donc ça allait. Mais ouais, c'était assez folklorique. Puis après, du coup, ça en est découlé toute la saison 2019 avec un déplacement au Canada, la première sélection pour Anouk en championnat d'Europe, championnat du monde. Donc voilà, on a vécu ça ensemble. Et après, l'année d'après, c'était les Jeux. Et moi, j'étais en école de kiné, donc partir en stage à La Réunion au mois de janvier, c'était pas possible, quoi. J'avais Bon, en même partiel. temps, il y en a beaucoup qui sont partis en stage en 2020. Hein. Ils sont quand même partis en janvier 2020, c'était encore bon. mais voilà, donc après, sur l'Olympiade de Tokyo, j'étais remplaçante et après, ça a découlé que à la suite de Tokyo, en fait, on a construit notre binôme avec Anouk et voilà, jusque-là. C'est quoi le métier ou plutôt le rôle d'un ou d'une guide en paratriathlon? Parce que c'est vrai que ce qui est marquant, ce qui est visible, c'est que vous êtes 2 sur le vélo, tu l'as dit, tu as parlé de tandem, donc il y en a une devant qui conduit, celle qui voit, et une derrière qui C'est bien de appuie, qui préciser pousse, qui ça, parce tire, que qui voit peut-être moins bien, parce que c'est pas que pour des aveugles, hein, c'est aussi pour des malvoyants. Après, ce sera à définir aussi le niveau d'acuité visuelle, etc., etc. Mais c'est quoi le rôle du guide en fait? Tu es là pour guider de A à Z, du début à la fin, de la préparation, de la mise à l'eau jusqu'au passage de la ligne et même après. C'est quoi ton rôle? ouais, le rôle de guide qu'on voit à la télé, c'est d'accompagner du départ à l'arrivée. Mais moi, en fait, le départ, il commence quand on se retrouve à l'aéroport et il finit quand on se quitte à l'aéroport. Donc, si on parle des Jeux, par exemple, c'est pendant 15 jours, on est ensemble. Pendant 15 jours, on partage la même chambre. Pendant 15 jours, on va au repas matin, midi et soir ensemble. En fait, c'est une vie qui est vraiment à 2 et moi, je suis là pour accompagner Anouk. Quand on part à l'autre bout du monde, c'est pareil. C'est pas juste la course, en fait. C'est tout l'à côté. Et c'est ce qui est même peut-être le plus dur en tant que guide. Faire la course, c'est facile. Je sais faire du triathlon, je sais accompagner Anouk à faire un triathlon. Par contre, le reste, on y laisse quand même de l'énergie et ouais, c'est le rôle de guide, quoi. C'est pas ce qu'on voit, c'est pas ce qu'on met en avant, mais en même temps, c'est, je pense, 80% du job, quoi. C'est une vocation pour toi? Non, non, je pense pas que ce soit une vocation T'as pas d'être guide. découvert ça justement? Non, j'ai quand même toujours aimé être dans le partage et dans l'aide. Enfin, je pense que si je fais kiné, c'est pas pour rien. J'ai adoré, moi, toutes les années que j'ai fait en équipe, que ce soit en D1 ou en D2, parce qu'on avait vraiment une équipe fille assez soudée et on partageait ça. Donc finalement, c'est pas déconnant pour moi d'être guide et d'accompagner. Après, ça m'a permis de savoir jusqu'où je pouvais accompagner aussi, quoi. Là, j'ai bien trouvé mes limites dans ce projet. Donc voilà, je pense pas que ce soit une vocation. Après, par contre, il faut, en tant que guide, c'est marrant parce que j'en discutais hier avec des copines, mais en fait, en tant que guide, il faut vraiment mettre son ego de côté. Mais c'est tellement ça, il faut savoir s'effacer pour la personne. Et en fait, ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc, on peut pas parler de vocation, mais en même temps, je pense qu'il y a certaines personnes qui seraient incapables d'être guides simplement par leur personnalité. Et c'est pas un reproche ou quoi, c'est juste que voilà, si on aime se mettre en avant, ça sert à rien de faire guide parce qu'on sera déçu, quoi. C'est marrant, j'ai vécu un truc l'année dernière pendant un défi avec mon entraîneur et ça me rappelle pas mal de choses. Mais bon. Donc du coup, toi, tu accompagnes, tu guides véritablement du départ à l'aéroport jusqu'à l'arrivée, jusqu'au retour à l'aéroport. Pendant la compétition, ça se passe comment? Vous êtes combien à prendre le départ? Est-ce que c'est le même nombre chez les femmes, chez les garçons? Alors du coup, en paratriathlon, il y a quand même beaucoup de catégories. En tout, il y en a 12 catégories, donc 6 chez les hommes, 6 chez les femmes. Et nous, en fait, on concourt dans la catégorie des déficients visuels. Mais dans cette catégorie, il y a 3 sous-catégories. Ouais, c'est simple le paratriathlon, vous allez voir. Ouais. Et du coup, en fait, dans ces 3 sous-catégories, tout le monde a un handicap visuel. Et par exemple, celles qui vont partir en premier, donc typiquement Anouk, c'est une cécité complète. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment aveugles, ils ne voient rien, et même ils courent en lunettes opaques pour être sûr que vraiment, ils ne voient rien du tout. Et après, il y a un deuxième départ donc, qui est un peu plus de 3 minutes après nous. Et là, c'est les malvoyantes. Donc, c'est les catégories, par exemple, en France,
c'est Héloïse Courvoisier chez les femmes, c'est Thibaut Rigaudot chez les hommes. C'est des personnes qui ont un champ visuel rétréci, mais qui voient encore, ou alors qui voient de près, de loin. Enfin voilà, après, ça, c'est tout des tests. Mais du coup, on ne part pas tous en même temps et on n'est pas forcément le même nombre en fonction des compétitions. Généralement, si on prend les Jeux et championnats du monde, on est 10 binômes au départ et après, c'est 3-4 sur le premier départ pour les aveugles complètes et peut-être plus chez les malvoyantes, mais ça, voilà, c'est vraiment indépendant de chaque course. Et ça se passe comment? Ça se passe que pour la natation, on est attaché en fait au niveau de la cuisse par un lien. Voilà, un lien on me demande souvent comment il est de le décrire, mais en fait, il est ni trop élastique, ni trop tendu. Voilà, c'est vraiment réglementé. C'est pas du swimrun, hein, c'est un lien. Non, c'est pas une longe, c'est un lien. Voilà, il n'est pas très long et parce qu'en fait, on doit rester très très proche pendant la course, mais on peut tourner les bras de façon complètement indépendante et on nage. Et après, du coup, le vélo, tu l'as bien dit, c'est un tandem. Donc, du coup, je suis devant parce qu'on me pose souvent la question, mais après, les gens se rendent compte qu'ils se sont posé cette question. Ils se retrouvent un peu bêtes, mais c'est bien moi qui suis devant. Bon, remarque, la question, ça pourrait être une question aussi. Je veux dire, tu es plus grande qu'Anouk. Pourquoi est-ce qu'on ne te mettrait pas derrière? Parce que quand tu es derrière, tu vois aussi, tu peux Non, tu vois rien maîtriser aussi, de derrière. Enfin, honnêtement, pour avoir fait du vélo avec quelqu'un d'un peu plus petit devant, tu vois quand même rien du tout de ce qui se passe. Donc, ouais, non, vraiment, elle est derrière, je suis devant. Et après, en course à pied, on a attaché, on a un lien qui est au niveau du poignet. Donc, c'est pareil, un lien qui est assez court et on court assez proche. Voilà, en fait, la différence qu'il peut y avoir en fait entre ce qu'on appelle les B1, donc c'est-à-dire les aveugles, et les B2, B3, les malvoyants, c'est que moi, Anouk, je la tiens du départ à l'arrivée. C'est-à-dire que si je la lâche, elle ne sait plus où on est. À la différence de quelqu'un qui est malvoyant, qui va quand même pouvoir voir où est son guide et s'orienter, quoi. Moi, pendant les transitions, Anouk, on se tient. Voilà. Après, sur le vélo, on ne se tient pas, mais on est vraiment en même temps. Et c'est surtout, oui, sur les transitions que la différence, elle se voit parce qu'on est vraiment collés. Voilà comment ça se passe, un triathlon. Ça, c'était assez rapide comme explication, mais… Et justement, comment ça se passe? Je veux dire, vous parlez beaucoup. Alors, dans l'eau, ça paraît difficile. Et puis, dans l'eau, à la limite, il faut qu'Anouk te suive. Mais vous sortez de l'eau, la transition, tu lui parles, tu lui tiens la main, je sais pas, Alors, en fait, on a tactile, comment vraiment… ça marche? Ouais, on a vraiment nos codes en fait qu'on a travaillé. Donc, c'est sûr que si on prend nos débuts et maintenant, je lui parle beaucoup moins parce qu'on se connaît, parce qu'on a des automatismes en fait. Mais par exemple, au passage d'une bouée en natation, en fait, je vais juste lui taper un petit peu sur la tête en lui disant là, ça tourne. Et elle, en fait, avant la course et avant les reconnaissances, elle connaît déjà les parcours. C'est-à-dire elle les a, soit je lui ai expliqué, soit elle les a vus un peu en relief sur un schéma. Donc, elle connaît tous les parcours, natation, vélo, course à pied. Et après, pendant les transitions, on les repère le matin ou la veille de la course et elle sait un peu, elle arrive à s'orienter dans l'espace, on va dire. Elle sait si ça va tourner à gauche ou à droite. Mais après, on évite de parler, j'évite de lui parler ou de lui donner des informations en parlant, en fait, parce que sur le vélo, entre la roue pleine ou la roue à bâton, le casque de chrono, on n'entend rien. Et en course à pied, s'il y a du monde, on n'entend rien non plus. Sur les transitions, si il y a quelqu'un à côté ou quoi, l'info, elle passe pas non plus. Donc, on passe beaucoup plus par des codes tactiles. Et notamment, quand on a préparé les Jeux de Paris, on savait qu'il allait y avoir du monde. Donc, là, on a vraiment redoublé d'efforts pour créer des codes vraiment tactiles et que tactiles, quoi. On ne sait pas parler de la course, quoi. Waouh. Ouais, voilà. Mais après, c'est nous, nos codes. Enfin, je prends souvent l'exemple, un go ou un top, ça veut pas du tout dire la même chose, quoi. Donc voilà, c'est un peu chaque binôme a ses codes en fait et son fonctionnement. Ouais. Est-ce que ça génère quoi chez vous, entre vous deux, en dehors de la course? Est-ce qu'il y a une connivence particulière? Tu l'as dit, quand vous partez en déplacement, c'est de l'aéroport à l'aéroport, donc vous passez une semaine, 10 jours, 15 jours ensemble. Ça génère quoi chez vous? Là, comme ça, j'ai un peu du mal à le dire parce qu'on est sur la fin de saison et que du coup, forcément, c'était long et voilà. Mais on rigole bien ensemble, on partage vraiment des bons moments. Après, chacune met aussi un peu de l'eau dans son vin pour que la vie en communauté se passe bien, quoi.
C'est un peu comme ça que je dirais. Après, on s'entend bien et on rigole beaucoup, mais voilà, forcément que quand on passe une semaine ensemble, bah, il y a des fois où on n'a pas envie de se voir, on n'a pas envie de se parler, et on respecte ça aussi. Voilà. Ouais. On arrive quand même avec Anouk, avec les temps, à beaucoup se parler et à se dire les choses, que ce soit bien ou pas bien. Ou alors, quand ça nous énerve, on se dit, bon, bah, ok, là, je m'en vais, en fait, je vais faire un tour et je reviens, quoi. Enfin, voilà, c'était notre mode de fonctionnement, en tout cas, de se laisser aussi le droit de ne pas être bien et le droit de vouloir être tout seul, quoi. Donc, vous êtes ensemble depuis 2020, enfin, en tout cas, en binôme. Bah, du coup, fin 2021, après les Jeux de Tokyo. Ouais, fin 2021, pardon. Mm. Enfin, tu avais fait un test avec elle, En justement, 2019, sur blessure de Mm. de son binôme en 2019. Et puis après, vous avez, Mm. t'as signé, entre guillemets, pour le binôme depuis fin 2021. Ouais, bah, j'ai signé aussi en tant que remplaçante pour les Jeux de Tokyo. Voilà, on parlait de volonté et d'ego tout à l'heure, enfin de vocation et d'ego. Ouais, j'avais pas vocation à être remplaçante non plus, mais je me suis dit, pour aller au Japon, tu vas pouvoir vivre une expérience de ouf. Est-ce que tu acceptes de le faire en étant remplaçante? Et je me suis dit, bah allez, let's go, quoi. Après, c'était pas facile, hein, le rôle de remplaçant. On fait pas du sport de haut niveau pour être remplaçante, mais voilà. Après, les choses se sont faites et depuis fin 2021, on est vraiment ensemble et ça, c'est cool, ouais. Bon, tu as pu faire un peu de tourisme, du coup, si tu étais remplaçante. Covid, hein, donc non. Covid au Japon, si tu veux, ça rigole pas trop, quoi. Tu es dans ton hôtel, tu sors pas beaucoup, hein. Ouais. Tu as pu sortir quand même pendant la course d'Anouk J'ai pu aller voir la course, ouais. 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 Okay. Mais voilà, c'était très. J'ai pu faire pas que ça, mais presque. Sur l'aspect sportif, physique, c'est du haut niveau, du très haut niveau, ou entre guillemets, pour ce que tu as déjà connu avant, sans avoir été athlète de haut niveau, c'est entre guillemets, je mets bien des guillemets, hein, attention. Ouais. Est-ce que c'est plus facile? En fait, c'est différent. C'est différent parce que nous, il n'y a pas de drafting en paratriathlon. C'est du vélo de chrono. Voilà, c'est un effort qui, en tant que guide sur le vélo, est beaucoup plus régulier. Moi, j'avais plutôt l'habitude des courses avec drafting. Donc, c'est vraiment explosif. Tu as des grosses relances. Tu as ce côté tactique, technique. Là, non, tu appuies sur les pédales. Il y a du pilotage parce que le tandem, ça ne se pilote pas aussi facilement qu'un vélo de route solo. Mais c'est différent. J'aurais du mal à comparer le niveau parce que je pense que l'engagement des paratriathlètes est un engagement à haut niveau. Mais en fait, c'est du haut niveau avec un handicap. C'est-à-dire que c'est sûr que si on compare avec une course valide, si aujourd'hui, avec Anouk, on compare son temps natation, course à pied, parce qu'après, le vélo, c'est un peu biaisé parce que plus moi j'appuie sur les pédales, plus on va vite aussi. Alors qu'en natation, course à pied, c'est plus pour rester à côté. C'est sûr que c'est pas du haut niveau international et voire du haut niveau national. Mais en fait, c'est des gens qui font du sport avec un handicap. Donc, c'est déjà du très haut niveau. Après, moi, dans l'effort que je vais produire pendant la course avec Anouk, natation vélo, je vais être au taquet. Je vais être taquet parce que natation, je peux quand même tirer un petit peu. Et puis, moi, je suis plutôt une bonne nageuse et Anouk, plutôt une pas très bonne nageuse. Donc, déjà, il y a un écart de niveau. Donc voilà. Et en vélo, comme je disais, plus j'appuie sur les pédales, plus le vélo va aller vite, quoi, en fait. Après, sur la course à pied, je suis obligée de rester au niveau d'Anouk. Donc finalement, j'ai pas besoin j'ai pas besoin de courir un 5 bornes à 18 à l'heure si Anouk, elle le court à 15, quoi. Donc mon entraînement course à pied, c'est plutôt savoir courir après le vélo à une allure à 15 km/h et en étant lucide, en fait. C'est arrivé sur certaines courses que pendant 5 km, je parle à Anouk pendant 5 bornes. Parce qu'il y a des trous, parce qu'il y a des dodanes, parce qu'il y a des changements de direction, et parce qu'on double des gens, parce qu'on se fait doubler. Et en fait, tout ça, elle le voit pas, donc elle peut pas l'anticiper. Une petite plaque d'égout, nous, on va lever le pied ou on va faire un pas plus grand. Moi, si je lui dis pas, elle peut pas le faire. Donc, en fait, il faut être lucide pour ça. C'est-à-dire que si tu cours, tu es à 16 à l'heure, tu es pendu, et qu'elle tombe, tu as tout perdu, quoi. Donc voilà, il faut vraiment être lucide. Et généralement, quand je passe la ligne, je suis épuisée, mais psychologiquement épuisée, quoi. C'est-à-dire que je me suis concentrée à fond pendant 1 heure pour 2. Et ça, ça se travaille, hein, mais c'est ça le plus dur, je pense, en tant que guide. C'est vraiment,
tu dois donner de ta personne. C'est pas ta performance qui compte, mais par contre, si tu te plantes, bah tu te plantes quoi. Puis tu plantes les deux. Donc bon, voilà. C'était un peu la question suivante que j'allais te poser, et notamment quand vous partez en déplacement. C'est-à-dire, si tu prends un déplacement de 15 jours à l'étranger pour une compétition internationale, c'est 15 jours de charge mentale non-stop. J'imagine que quand tu arrives, Ouais, tu rentres chez toi, je suis un déchet. vous vous séparez après l'aéroport. Ouais, t'es Ah ouais, complètement non, mais rincé. c'est vraiment ça. Quand on rentre de stage, en fait, je suis vraiment rincée parce que j'ai été vigilante pour deux pendant 15 jours. Et puis, bah, je la motive aussi pas mal. Enfin, voilà, vraiment, tu donnes de ta personne et tu as forcément, oui, une charge mentale qui est un peu plus importante que quand tu t'organises tout seul. Tu dépends aussi du rythme un petit peu de l'autre. Donc, ouais, quand je rentre, bah, mon conjoint sait très bien qu'il faut rien me demander pendant 2-3 jours, le temps que mon niveau de patience, de patience remonte un peu. Mais ouais, voilà, c'est ça aussi d'être guide. Mais après, c'est le côté que je peux pas dire que j'aime le moins, mais en tout cas qui me pèse le plus, on va dire. Ouais. Euh, Tu penses que tu vas faire ça longtemps? Justement par rapport, alors pas par rapport à l'effort physique, mais par rapport à cette charge mentale, par rapport à cet engagement mental, par rapport à tout ce que ça Mmh. demande à côté d'être guide. Bah écoute, est-ce que je peux partir en vacances et te répondre après? Ça va, on fait comme ça. Non, pour l'instant, je sais pas du tout de quoi l'année prochaine sera faite. Tout le monde me pose un peu cette question. Moi, être guide, ça me plaît. Après, bah, faire kiné, ça me plaît aussi et j'ai envie de reprendre. Donc voilà, je pense que les deux sont pas incompatibles. Après, est-ce que j'irai jusqu'à Los Angeles? Ça, c'est une autre question. Mais on va déjà y aller année par année. Et enfin, pour l'instant, on va partir en vacances et on verra tout ça après, ouais. Vous vivez l'une à côté de l'autre? Alors, l'une à côté de l'autre, Anouk, elle est sur Lyon et moi, je suis sur Grenoble, donc on n'est pas géographiquement vraiment loin. Après, on se retrouve surtout pendant les stages fédéraux. On a la chance d'avoir une équipe de France paralympique où on se retrouve quand même assez souvent et dans des lieux de stage plutôt cool. Mais sinon, oui, moi, ça m'est arrivé, bah, notamment en prépa des Jeux, d'aller plusieurs fois chez Anouk parce que comme ça, elle est dans son environnement en fait et ce qu'on parlait juste avant de cette charge mentale d'être guide et de l'accompagner. En fait, chez elle, elle fait tout, moi je fais rien. Enfin, je suis l'invitée quoi. Donc, c'était aussi plus facile pour elle d'organiser des petites sessions d'entraînement, des petits stages dans son environnement. Comme ça, elle maîtrisait tout et on la faisait pas partir loin de chez elle et de ses repères quoi finalement. Mais sinon, ouais, on se voit pas tous les jours non plus quand on n'habite pas ensemble. Et du coup, c'était le corollaire à cette question. Comment vous faites pour vous entraîner? Elle, comment elle s'entraîne toute seule? Est-ce qu'elle a un guide d'entraînement? Et toi, Ouais. comment tu t'entraînes toute seule pour que ça matche le jour où vous vous rencontrez? Alors en fait, le truc, c'est que Anouk, elle a préparé les Jeux de Tokyo sans guide d'entraînement, donc c'est-à-dire sur son tapis et sur son entraîneur. Et elle avait clairement dit que si elle partait pour l'Olympiade de Paris, elle voulait être dehors. Enfin, supporter. Donc, ils ont mis en place sur Lyon avec bah, le CRV Lyon, enfin son club. Et du coup, elle avait vraiment une guide d'entraînement à 100%, quoi. C'est-à-dire que bah, Marie, elle était là le matin, le soir pour aller s'entraîner. Son entraîneur, il était aussi ultra disponible. Donc voilà, elle a eu des conditions d'entraînement qui ont fait qu'elle a pu vraiment progresser. Après, moi, de mon côté, bah, en fait, je m'entraîne comme un triathlète classique de haut niveau. Enfin, je nage, je roule et je cours, et je fais de la muscu et je fais de la récup et tout ça. Après, c'est ce qui va différer, par exemple, ça se rapproche plus en fait d'une prépa longue distance, j'ai envie de dire. Euh, Enfin, en vélo, je borne quand même pas mal parce que bah, c'est là que. Enfin, moi, je faisais jamais de séance de vélo avant. J'allais rouler, quoi. Euh, c'est là que c'est un peu différent, c'est-à-dire que je fais beaucoup moins d'explosivité en vélo. Je vais travailler plutôt à être régulière sur sur un temps d'effort un peu plus long. Mais on s'entraîne très bien, enfin, chacune de notre côté. Et quand on se retrouve, par contre, on fait des séances, peut-être le spécifique, on le fait ensemble. Les multi-enchaînements, le travail de pilotage, les danseuses en vélo. Enfin, voilà, c'est cette petite spécificité-là, c'est vrai qu'on le fait plus en stage. Et chez nous, on va faire bah, plutôt le gros du travail, l'endurance et tout ça, quoi. Et pourquoi tu bornes plus? Parce que c'est explosif quand même, une compétition de paratriathlon. Oui, ça reste court, c'est un sprint, mais parce que en fait, j'ai besoin de borner. Enfin, moi, Mais parce que je ça suis te plutôt rassure ou parce que non, non, parce que vraiment, j'ai besoin de faire du vélo, mais pour progresser, en fait. C'est pas pour me rassurer, c'est juste que mon niveau, si on prend en 2019 et mon niveau maintenant, bah, en vélo, ça n'a plus grand-chose à voir parce que bah, déjà, quand tu es en course tous les jours,
bah, tu vas rouler le week-end, quoi. Ou tu vas rouler sur une demi-journée quand tu n'as pas cours. Quand tu es détaché à 100%, bah, tu peux aller rouler tous les jours. Donc, rien qu'avec ça, en fait, mon niveau vélo, il a progressé juste parce que j'ai dû doubler mon entraînement vélo sur une semaine, quoi, par rapport à avant. Donc, c'est en ça que je dis que je borne plus. Après, je borne pas autant que certaines personnes, hein, loin de là, mais Non, parce que tu disais que ça se rapprochait un peu d'un entraînement longue distance. Donc, je sais pas, tes séances, c'est 2 heures, c'est 3 heures, tu fais des sorties de 5 heures quand tu peux te le après, permettre? c'était plus dans l'entraînement longue distance, c'était au niveau plus du contenu que de la longueur, enfin que la durée Ouais. d'entraînement. Après, oui, j'ai fait des sorties de 5 heures, de 4 heures, de 2 heures et demie. Enfin voilà, on balaie un peu aussi toutes les allures et tout type de séances. Il y a pas de, enfin, on n'est pas fermé dans l'entraînement non plus, quoi. Et par rapport à cet entraînement, justement, tu gères toute seule? Tu es accompagnée par un Non, entraîneur spécifique? C'est ouais. l'entraîneur d'Anouk? Ça marche comment? Alors non, c'est pas l'entraîneur d'Anouk. Moi, je suis entraînée par Bertrand Billard. Je pense que certains Je auditeurs connais pas dans le monde du triathlon. Enfin, on Euh, le fait, on salue. bah, je voulais quelqu'un qui s'y connaissait un peu en vélo. Je me suis dit, bon, Bertrand, c'est pas mal. J'éviterai de me faire les clavicules comme lui et ça devrait le faire. Mais voilà, donc on a commencé bah, du coup en 2022, peu de temps après que j'ai eu mon diplôme de kiné, en fait, on a commencé à bosser ensemble. Et par contre, c'est pas l'entraîneur d'Anouk. Anouk, elle est entraînée par l'entraîneur du club de Lyon. Donc voilà, il fallait qu'il s'ajuste un peu et ouais, si je devais repartir, je pense qu'avoir le même entraîneur, que le binôme et le même entraîneur, c'est beaucoup plus simple, quoi. Ça facilite grandement les choses. Après, voilà, les choses se sont fait comme ça et moi, je suis très contente d'avoir bossé avec Bertrand. Et si je peux continuer, bah, je continuerai avec lui. Donc voilà, je me suis entraînée pendant mes années kiné toute seule parce que bah, j'avais une vie un peu, je courais partout, donc c'était difficile de suivre une planif et j'avais besoin de retrouver ce plaisir à l'entraînement sans suivre bêtement une planification. Mais en fait, quand on veut faire du haut niveau, il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous envoie les séances. Déjà que je m'entraînais toute seule, enfin, sauf la natation, j'avais un groupe, mais vélo, course à pied, c'était à moi de me mettre les coups de pied aux fesses quand il pleuvait et qu'il fallait passer la séance. Donc, si en plus il fallait que je réfléchisse à quelle séance je faisais, bon, je partais jamais, hein. Donc, non, non, chacun son métier. Moi, je suis pas entraîneur et je tire mon chapeau aux entraîneurs parce qu'ils sont quand même assez forts. Ouais, mais on en a déjà parlé de ce sujet-là, justement, que ça permet de limiter pas mal la charge mentale. Alors, c'est sûr que c'est plus gratifiant quand tu passes la ligne, que tu atteins l'objectif que tu voulais et que tu peux te dire, ah, c'est moi qui me suis préparé tout seul, ok. Ouais, Mais je ça pense n'empêche que la aussi charge mentale que qu'aujourd'hui, ça génère. je pense qu'aujourd'hui aussi, les relations entraîneur-entraîné, elles ont vachement changé et c'est plus quelque chose qui va être complémentaire et il y a beaucoup plus de enfin, en tout cas, moi, je discute avec Bertrand, c'est lui qui fait les plans, mais on parle aussi sur bah, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'aime pas du tout. Enfin, voilà, c'est assez, c'est pas faire enfin, de façon bête et méchante, quoi, en mode, bah, c'est ça la recette, il faut y aller, quoi. Moi, ça, j'y vais même pas, je sors pas de chez moi. Mais voilà, je pense que ça a un peu évolué aussi et heureusement. Est-ce que tu fais du tri non guide en dehors Ouais. des compétitions avec Anouk? Oui, j'adore ça, donc oui. Après, cette année, c'était un peu plus compliqué parce que bah, c'était quand même l'année des Jeux, la qualif aux Jeux, tout ça. Les courses, bah, elles nous étaient un peu imposées. Il fallait marquer des points pour se qualifier aux Jeux. Donc, c'est vrai que j'ai fait des courses pour moi, mais c'était plus un bloc d'entraînement ou parce que vraiment, j'avais envie de la faire et que c'est passé comme une séance d'entraînement et on n'a pas changé forcément la semaine d'avant, la semaine d'après. Mais oui, oui, là, j'ai hâte de refaire vraiment des courses pour moi et de me donner à 300% pour moi, quoi. Sur quelle distance, du coup? Ben, petite. Non, j'aime bien l'effort du longue distance, du 73. C'est assez différent d'un sprint quand même. Donc, pourquoi pas essayer. J'en ai déjà fait des longs, mais c'était à chaque fois, c'était fin de saison et j'étais complètement cramée. Donc, j'ai adoré l'effort, mais j'aimerais bien y aller à 100% de mes capacités aussi. Donc, voilà, j'ai pas forcément d'idée de distance, mais juste kiffer pour moi. Et ça, ouais. Ça, j'ai besoin, ouais. Bon, Aix en avril, ça ouvre un peu la saison et puis c'est un beau Oh. 73. Hop. Avril, c'est tôt. Là, je suis en Ah ben là, t'es à coupure à 100% là. durée. Je suis en coupure à durée indéterminée là. Donc, on verra quand est-ce que je reprends. Mais des courses en avril, ça me paraît un peu tendu quand même. Bon, est-ce qu'on a abordé tous les sujets, Julie, ou est-ce qu'il y avait des questions que je t'ai pas posées auxquelles tu aurais aimé répondre? Bah non. Enfin là, en tout cas, comme ça, je vois pas trop. On a parlé du rôle du guide, de la police, de la kiné.
Ouais, c'est moi, quoi. On a fait un bon tour, quoi. On est pas mal. Je t'ai même posé la question de qu'est-ce que tu fais après, et bon, pour l'instant, c'est à voir. Ouais. On verra pour les saisons prochaines. En termes de palmarès, on n'a pas abordé votre palmarès, le palmarès du binôme. Vous en êtes où? Qu'est-ce qui reste à gagner? Euh, Qu'est-ce qui reste à gagner? Disons qu'on a déjà fait. L'année dernière, on était vraiment contente parce que sur les championnats du monde, on fait 3e. Donc, c'était notre premier podium sur un championnat du monde. Cette année, on aurait bien voulu refaire un podium, mais bon, on fait 6e la semaine dernière à Malaga. Donc, mais on fait notre meilleure course qu'on ait jamais fait aussi. Donc, le niveau est en train de vraiment évoluer. Moi, à titre personnel, Anouk l'a eu à Tokyo, mais il y a la médaille olympique, enfin paralympique. Voilà. C'était vraiment notre objectif sur les Jeux de Paris et on fait 5e, assez loin du podium quand même. Donc, voilà, petite déception de ne pas avoir fait la médaille à Paris devant la famille. Et voilà, pour l'investissement en tout cas qu'on y a mis, il y a ça qui manque. Après, franchement, on a fait quand même des belles courses. On est championne d'Europe en 2021, on est vice-championne d'Europe en 2022, 2023, 2024. On n'a fait qu'une seule fois un championnat de France ensemble. Mais bon, après, le championnat de France, cette année, par exemple, tombait 15 jours après les Jeux et une semaine avant les Europes. Donc, bon, on a fait l'impasse, on avoue, sur les championnats de France. On a quand même des podiums voilà, sur des Coupes du Monde, sur des WTPS, sur des World Series. Donc, non, voilà, je pense que je ne vais pas dire que la boucle est bouclée parce qu'on ne sait pas trop de quoi l'avenir est fait. Mais en tout cas, on peut déjà être contente de ce qu'on a construit ensemble. Puis au-delà du résultat, on a vraiment construit un binôme qui est solide aujourd'hui. D'ailleurs, la guide d'entraînement d'Anouk, Marie, me disait souvent avant les courses, mais de toute façon, vous êtes le binôme le plus expérimenté en fait. Vous êtes le binôme qui a fait le plus de courses ensemble. Et je pense que ça apporte quand même aussi cette facilité et cette fluidité dans nos échanges. C'est que on se connaît depuis un petit moment et des courses, on en a fait pas mal, quoi. Donc, Ouais, voilà, je pense que... c'est vrai que tu as abordé le sujet de la guide d'entraînement d'Anouk. Comment elle le prend d'être entre guillemets que guide d'entraînement et pas la guide de compétition aussi? Alors, je pense que, moi, pour l'avoir vécu sur l'Olympiade de Tokyo, c'est quand même pas facile. Mais en fait, dès que tu l'acceptes, tu rentres dans le projet et tu es une pièce maîtresse du projet. C'est comme l'entraîneur qui va être là pour jouer son Voilà. rôle d'entraîneur et pas aller sur le terrain, quoi. Marie, donc c'est Marie Péto du club de Lyon. Voilà, je l'aurais citée et je la remercie pour tout ce qu'elle a fait. Mais elle était vraiment présente avec nous sur tous les stages de la prépa olympique, en fait, de la prépa paralympique. Parce qu'en fait, en stage, j'ai 2 guides pour Anouk. Moi, toute seule, j'y arrivais plus, en fait. C'est-à-dire qu'au bout de 5 jours de stage, ma charge mentale était vraiment... j'en pouvais plus, quoi. J'étais KO. Donc, voilà. On était toutes les deux. On a construit, je pense, un trinôme assez costaud et bienveillant aussi. Il y avait toujours de la bienveillance entre nous trois. Tout ce que Marie a apporté à Anouk à l'entraînement, ça faisait partie de la performance quand moi je récupérais Anouk pour les compètes. Donc, je pense qu'elle l'a bien pris et je sais qu'elle l'a pris très à cœur, ce rôle de guide. Après, elle a fait des compètes aussi avec Anouk, mais c'est sûr qu'elle n'a pas fait des compètes à l'international. Mais c'était ma guide remplaçante pour les Jeux, quoi. Je savais que si au jeu, je ne pouvais pas prendre le départ, elle serait en capacité totale de faire la course avec Anouk. Elle connaissait les parcours, elle nous connaissait, elle connaissait nos codes. Donc voilà, c'est un rôle qui n'est pas facile, mais qu'elle a rempli avec brio. Donc voilà. Bravo, félicitations Marie. Ça, On félicitations. t'embrasse. J'ai 2 dernières questions pour toi. La première, le podcast s'appelle Devenir triathlète. Ouais. À ton avis, quel est ton meilleur conseil pour devenir triathlète, voire devenir para-triathlète ou guide de para-triathlète? Quel conseil? Déjà, si on connaît un peu le triathlon, généralement, on y reste. Après, devenir triathlète, il n'y a pas de recette miracle, que ce soit devenir triathlète, devenir guide d'ailleurs, parce qu'en fait, tout triathlète peut être guide. Hein. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de prérequis. Allez-y, c'est cool. C'est vraiment une aventure humainement qui est juste géniale de partager un triathlon avec quelqu'un. Et après, para-triathlète,
allez-y aussi. Bon, il faut que vous ayez un petit truc en plus ou un petit truc en moins, ça dépend comment on voit les choses. Mais voilà, je pense que le milieu du triathlon, c'est un chouette milieu. Il y a quand même des belles valeurs. Alors après, il y a tout, hein, parce qu'il faut tout pour faire un peu un monde. Mais je pense qu'on peut déjà, l'avantage, c'est qu'on peut devenir triathlète à n'importe quel âge. Il n'y a pas d'âge limite pour commencer le triathlon. Bon, après, commencer à nager à 50 ans, ça devient un peu compliqué, mais c'est faisable. Il y en a qui le font. Hein. Ouais, totalement. Donc voilà, je pense pas de conseils particuliers, juste d'y aller et puis de prendre du plaisir. Après, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais pour moi, c'est quand même vraiment important de kiffer ce qu'on fait. Et si on a envie de faire du triathlon, en fait, et qu'on ne sait pas nager, c'est pas grave, on s'entraîne, on apprend et puis ça va le faire, quoi. D'ailleurs, en parlant d'âge, il n'y a pas d'âge limite non plus pour arrêter le triathlon. Je pense toujours au papa de Fred Bellovre, Georges Bellovre, qui a plus de 80 ans maintenant, fait toujours un triathlon par an. Il est toujours champion de France, c'est le seul, mais au moins il arrive au bout. Et puis lui, il a commencé le triathlon quand le triathlon est arrivé en France, il avait 40 piges. Donc, et il a appris à nager à 40 ans. C'est ça, non, il y a pas d'âge. Tant que la santé est là et qu'on se met pas en danger, je pense qu'il n'y a pas d'âge d'arrêt non plus pour faire du triathlon. Ouais. C'est clair. Julie, ma dernière question. Où est-ce qu'on peut te suivre, t'accompagner, t'encourager, avoir des nouvelles du binôme Julie-Anouk? Alors là, pour les prochains temps, on va dire uniquement sur les réseaux. Après, moi, je m'entraîne sur Échirolles, Grenoble, donc voilà, on peut me croiser par là autour. Mais après, sur les réseaux, on est quand même. Moi, j'essaie d'être assez active. Après, c'est pas mon métier, hein, je suis pas influenceuse, donc je fais ce que je peux. Je le fais toute seule pour le moment, donc voilà, c'est sur les réseaux et on peut me suivre sur les réseaux. Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Julie. On te souhaite une bonne continuation et puis à la prochaine compétition. Avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir écouté en tout cas et merci à toi. Ciao. Damn.